Appréciés par les uns et décriés par les autres, les sondages d'opinion occupent une place prépondérante dans le traitement de l'information par les médias. Souvent appelé à commenter l'actualité politique, le professeur du département de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Jean-Herman Gay, est un spécialiste des questions de sondage en particulier. Alors les sondages, peut-on s'y fier? Sont-ils plus utiles pour les élus ou pour les électeurs? J'en discute avec lui. Jean-Herman Gay, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dites-moi, depuis bon nombre d'années, les sondages prennent de plus en plus de place, dans l'actualité notamment. On sonde de plus en plus les électeurs sur différentes questions, que ce soit sur leurs intérêts en particulier, bien sûr, sur leurs choix électoraux. Cela dit, plusieurs disent que ça permet effectivement aux décideurs, aux acteurs politiques de mieux cibler les intérêts des électeurs et des électrices. D'autres, certainement plus cyniques, vont dire que ça sert surtout les élus plus que les électeurs. Selon vous, les sondages, c'est un mal nécessaire en politique? Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais que oui, mais en même temps, il faut avoir une perspective plus historique des sondages. Les sondages remontent, en fait, les premiers vrais sondages très sérieux, faits notamment aux États-Unis, ça remonte aux années 30. Les premières victoires de Roosevelt, notamment, ont été évaluées par sondage et ont été donc anticipées. Au Québec, il faut remonter aux années 60 pour voir des premiers sondages assez sophistiqués puis assez bien construits. Depuis, les sondages sont devenus une pratique quotidienne. Et évidemment, il y en a à tous les moments de l'année, mais lors d'une période électorale, ça s'intensifie. C'est vrai qu'au cours des dernières années, il y en a un peu plus qu'avant. Et moi, je vous dirais, il y en a plus qu'avant. Pourquoi? Parce que le traitement médiatique s'intéresse à la course plus qu'aux idées qui sont derrière la course. On s'intéresse à qui va gagner, qui va perdre, qui est en avance, qui a marqué des points lors d'un débat. Et là, le sondage devient intéressant, pertinent pour suivre cette course-là. Évidemment, ça se fait, quant à moi, aux dépens des idées, puis aux dépens du débat de fond. Il n'en reste pas moins que, malgré leurs défauts et malgré leurs limites, les sondages fournissent chaque fois une espèce de photographie de l'état de l'opinion publique, quelles sont les perceptions, quels sont les gros morceaux de l'électorat. Est-ce que ça favorise le parti au pouvoir? Est-ce que ça favorise les gouvernements? Oui. Je vous dirais que non. Parce que fondamentalement, quand on regarde sur les 30 dernières années, pas uniquement au Québec, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en Europe occidentale, essentiellement, les sondages nous envoient à peu près toujours la même image. Les gens ne font plus confiance aux politiciens. Et donc, loin d'améliorer l'image des politiciens, les sondages viennent au contraire hypothéquer cette image-là. Plus que cela, les sondages viennent continuellement être en opposition ou parfois viennent conforter, mais le plus souvent c'est un contre-pouvoir. C'est comme si autrefois, l'opinion publique, elle passait nécessairement par les représentants du peuple. D'accord. Traditionnellement, dans la démocratie libérale, l'opinion publique est incarnée par les députés, qui sont les représentants du peuple. Bien sûr. Mais depuis que les sondages existent, c'est comme si on peut court-circuiter et passer par-dessus le travail des représentants et dire voilà ce que pense le peuple réellement. Et donc là aussi, ils ne viennent pas aider le pouvoir. Ils viennent jusqu'à un certain point complexifier le rapport qui existe entre le pouvoir, les citoyens, la société civile. Donc, si j'entends bien ce que vous me dites, les sondages viennent complexifier l'analyse politique. Oui, parce qu'à tout moment, ils viennent dire l'état de l'opinion publique sur telle ou telle question, c'est ça. À tout moment, on peut donc passer par-dessus le travail du député, par-dessus le travail du représentant, qui lui perd un peu de sa force, puisqu'on peut aller directement obtenir l'opinion de monsieur et madame tout le monde. Cette capacité qu'ont les sondages de fournir une espèce d'image imparfaite, mais néanmoins réelle, permet donc aux acteurs politiques, ça peut être les partis d'opposition, ça peut être les syndicats, ça peut être les groupes de la société civile, de dire, voyez, gens du pouvoir, vous pensiez avoir l'appui ou vous prétendiez avoir l'appui du plus grand nombre,
Ce n'est pas le cas. Parfois, c'est le cas. Mais on comprend que là s'ajoute donc une incarnation chiffrée, documentée, qui a une apparence et une réalité de science, qui vient dire le peuple pense ceci à ce moment-là. Est-ce que ça peut légitimer l'action des gens au pouvoir? Ou au contraire, parfois, s'il fait trop la sourde oreille, ça peut témoigner du contraire et justement peut-être accélérer l'impression de cynisme, là. Bien, évidemment, parfois, effectivement, ça peut venir appuyer un projet gouvernemental, Oui. une politique publique déterminée, mais assez souvent, ça vient mettre en contradiction le pouvoir et le peuple, de sorte que le pouvoir a à négocier d'autant plus pour convaincre le peuple. Il en reste pas moins qu'aujourd'hui, lorsqu'on fabrique des programmes, des partis politiques, lorsqu'on fabrique des politiques publiques, les gouvernements, a priori, ou les partis politiques, a priori, tentent d'obtenir une photographie. Oui. Et là, ça a un effet pernicieux, c'est-à-dire que là, on cherche à fournir un discours, un propos, une rhétorique qui est conforme à ce que les gens souhaitent entendre. Voilà. Et parfois, ça amène les partis politiques ou les groupes de la société civile à séduire plutôt qu'à convaincre, à répéter plutôt qu'innover. Et cette dynamique-là peut être dangereuse à long terme. Et étant donné l'efficacité des sondeurs à avoir une réponse assez rapide, à sentir le pouls, cette photo-là, à les développer comme le ferait un Polaroid, justement, instantanément. Exactement. Évidemment, l'image qu'on obtient est une image imprécise, un peu floue. C'est une image qui, et ça, les sondeurs n'ont aucun mal à le dire, qui est fonction des questions qu'on utilise, fonction des échantillons qu'on prélève. Il y a des électeurs ou il y a des citoyens qui se disent discrets ou qui ne veulent pas répondre aux questions qui sont posées. Donc, il y a partout des biais et des erreurs qui viennent faire en sorte que l'image est imparfaite. Justement, sur la perfection de l'image, on peut se questionner, et plusieurs se questionnent, sur l'efficacité justement des sondages en eux-mêmes. Et un journaliste que vous aviez rencontré, Claude Fortin, avec qui vous avez accordé une entrevue en 2012, vous lui disiez que l'erreur des maisons de sondage n'était pas si grande que ça, en rapport en particulier avec l'élection au Québec. Évidemment, par rapport aux attentes et à cette enflure médiatique, il y a un écart. Mais ce ne sont pas les sondages, mais le traitement et l'interprétation qu'on a pu faire de certains sondages. Alors c'est ça, les erreurs de sondage sont surtout des erreurs d'interprétation selon vous? D'interprétation, de traitement, mais jamais oublier que les sondages eux-mêmes contiennent de l'erreur. C'est un échantillonnage qui est fait. On interviewe 1000 ou 1200 personnes, ou dans certains cas, 500 personnes. Dans chacun des cas, on répète, il y a une marge d'erreur de plus ou moins, par exemple, 3 pour un sondage fait auprès de 1000 personnes. On rappelle que c'est vrai 19 fois sur 20. Donc, une fois sur 20, on peut s'éloigner de ce 3 c'est-à-dire on peut être dans le 4 ou le 5 Donc là, l'erreur devient encore plus importante. Mais il n'en reste pas moins que le traitement qu'on accorde dans les médias au sondage ajoute à cette erreur ou vient comme amplifier. Par exemple, lors de la dernière campagne, celle qui s'est déroulée au Québec et qui a amené la victoire du Parti québécois en 2012, à un moment donné, la CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois étaient très, très proches les uns des autres, étaient dans les mêmes eaux, autour du tiers du vote, ou des intentions de vote, devrais-je dire. Et même, à un moment donné, et c'est ça qui a provoqué une espèce d'enflure médiatique, le Parti libéral, qui a toujours été historiquement premier ou deuxième, se retrouvait pour la première fois de son histoire troisième. Mais en fait, il se retrouvait troisième derrière la CAQ, le parti de François Legault, de 1, 2, 3 ou 4 points, guère plus. On se retrouvait dans la marge d'erreur. Et on se retrouvait dans la marge d'erreur. Et ça a été suffisant, malgré tout. C'était tellement étonnant que le Parti libéral se retrouve au troisième rang, que là, ça a provoqué pendant presque une semaine un déluge de commentaires, d'analyses, de chroniques. Et les gens ont oublié que c'était une photo prise à un moment précis de l'histoire. Et dans le cas de la campagne de 2012, ce qu'il faut guetter, c'est qu'en fait, pour le Parti québécois, les sondages ne se sont pas vraiment trompés.
Pour la CAQ, le parti de François Legault, ils ne se sont pas vraiment trompés. Ouais. Pour Québec solidaire, le petit parti de gauche, ils ne se sont pas non plus très trompés. En fait, ils se sont trompés que pour un parti, le Parti libéral du Québec, où là, il y a eu un écart de 4, voire de 5 points. Bon. C'est vrai que c'est une erreur. C'est vrai que ça a semé de la confusion. C'est vrai que ça a provoqué, lorsqu'on a vu les résultats, une espèce d'étonnement. Mais il faut se rappeler d'un phénomène qui a été longuement traité par la littérature, notamment en psychologie sociale. Il faut se rappeler que les libéraux, depuis plus de 2 ans, sont accusés de corruption, de collusion. Il y a autour d'eux une image, une association qui est faite. Et on peut comprendre que beaucoup d'électeurs qui comptaient voter pour le Parti libéral, ou bien ne l'ont pas dit, ou bien ont prétendu qu'ils étaient discrets. Et donc, il y avait une gêne. Une gêne, voilà. Moi, une dizaine de jours avant le scrutin, dans une entrevue au journal Le Devoir, je soulevais cette hypothèse-là d'une gêne des électeurs du Parti libéral, qui peut expliquer pourquoi un certain nombre de libéraux n'affichent pas, lors d'un sondage, leur intention de voter. Donc, vous voyez que l'erreur, dans ce cas-là, prend son sens, s'explique, est documenté. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit là des limites des sondages? Tous les instruments qu'on dispose pour analyser le comportement humain ont toujours leurs limites. Que ce soit l'observation, l'enquête sur documents, que ce soit les groupes de discussion. Il faut toujours trianguler, c'est-à-dire utiliser plusieurs outils pour bien comprendre. Il faut toujours accepter qu'au bout de la ligne, il n'y a aucune image qu'on va obtenir qui va être parfaite. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'on fait trop d'enquêtes? Est-ce qu'on accorde trop d'importance aux sondages politiques? Moi, et je reviens à ma préoccupation initiale. Quand ça se fait aux dépens du débat d'idées, on est tous perdants. Qui gagne, qui perd, ça ne doit pas être la préoccupation centrale des électeurs, des journalistes, des chroniqueurs. L'attention doit être ciblée et doit viser essentiellement les idées, les enjeux de société, et c'est ça qui doit préoccuper les gens. Dans un second temps, j'aimerais m'attarder un peu sur des aspects que vous avez déjà abordés d'ailleurs, en lien avec la volatilité de l'électeur, les changements peut-être culturels en fait d'habitudes politiques au Québec. Il semble qu'il y a une tendance claire à ce propos, une tendance favorable au multipartisme au Québec. Vous en parliez déjà en mars 2007. Vous disiez que signe des temps, quand on a demandé aux gens s'ils se considéraient fédéralistes, souverainistes ou autonomistes, un bon tiers des répondants a opté pour l'option « rien de tout cela ». Chez les jeunes de moins de 35 ans, c'est 48 % qui partagent ce dernier avis. Nul doute que ces 3 phénomènes qui dépassent la présente campagne obligeront les 2 grands partis à se redéfinir à plus ou moins long terme. À court terme, cependant, dès demain en fait, ces phénomènes créent une offre partisane comme nous n'avons jamais connue. La fin du bipartisme ouvre des nouvelles perspectives et permet un choix beaucoup plus diversifié. C'est ça? On est en présence d'une fin du bipartisme? C'est-à-dire qu'il y a, si on regarde sur une longue période, encore là, l'histoire nous apprend beaucoup. Quand on regarde les années 40, les années 50 au Québec, c'était du bipartisme. Lorsque la Révolution tranquille se produit et que l'Union nationale, qui était l'autre et même le grand parti pendant les années 40 et 50, quand l'Union nationale se met à disparaître ou à s'effilocher carrément, que les idées qui étaient véhiculées pendant les années 40 et 50 deviennent désuètes aux yeux de la plupart des électeurs québécois des années 60, bien là, on voit apparaître un multipartisme au Québec. Pourquoi? Parce que le Parti québécois arrive en 68, fait une première percée électorale en 70, gagne encore plusieurs points de vote en 73. Et l'Union nationale, malgré tout, persiste tant bien que mal. Il faut attendre les années 80 pour voir l'Union nationale tomber. Donc, il y a eu, pendant les années 40-50, du bipartisme. Pendant les années 60 et 70, un éclatement de l'offre partisane, l'arrivée de 3e et de 4e joueurs qui ont complexifié le jeu. Et pendant les années 80, on revient à 2 partis.
Que vous preniez l'élection de 81 ou celle de 85, vraiment, les deux grands partis, le Parti québécois et le Parti libéral, vont chercher 90-95 évidemment, à la fin des années 80 et surtout au début des années 90, là, l'Action démocratique, qui naît d'une crise au sein du Parti libéral, l'Action démocratique émerge, le parti de Mario Dumont fait des petits, et là, on voit à nouveau le jeu politique se complexifier, mais ça reste essentiellement du bipartisme. Cependant, avec les derniers scrutins, on a vu que ce troisième parti était plus costaud, plus substantiel. L'élection de 2007, même l'élection de 2008 jusqu'à un certain point, mais encore plus la toute dernière élection, l'élection de 2012. Le multipartisme semble vouloir s'installer. Est-ce qu'on va revenir à une époque de bipartisme? En d'autres termes, est-ce que ce multipartisme va percoler, puis au bout d'un certain temps, va se recentrer autour de deux joueurs politiques? Comme on l'a connu dans les années 80, c'est possible. Il faut dire que dans notre système électoral, un mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour favorise les luttes entre deux partis. Et là, les électeurs se disent chaque fois qu'il y a un troisième ou un quatrième parti, ça donne quoi, ça sert à quoi? Mais là, vous devancez justement ma prochaine question. Élection de gouvernement minoritaire en 2007 et élection de gouvernement minoritaire en 2012. Le multipartisme qui s'installe de toute évidence assez solidement. Est-ce que le changement d'un mode de scrutin va s'imposer par lui-même? Va s'imposer par lui-même, je vous dirais que la réponse est non. 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 Changer un mode de scrutin, c'est extrêmement difficile. Habituellement, les pays qui ont adopté la proportionnelle, c'est souvent après avoir vécu des périodes troubles de leur histoire ou des périodes de dictature. Et, la plupart des pays qui ont un mode proportionnel, c'est ou bien les anciens pays d'Europe de l'Est, qui ont été convertis à la démocratie libérale, ou encore les pays d'Amérique latine qui ont vécu. Donc, quand on a un système électoral, le changer, c'est extrêmement difficile parce que ceux qui sont au pouvoir l'ont été grâce au mode de scrutin qui était en place. Donc, changer le mode de scrutin à partir duquel ils ont été eux-mêmes désignés comme gagnants, c'est extrêmement difficile. Cependant, si je prends un autre morceau de votre question, à savoir, est-ce que ça serait souhaitable? Oui. Je pense que oui. Parce que plus on a une opinion publique qui est diversifiée, plus elle est éclatée, plus le mode de scrutin qu'on a est une espèce de carcan, puis même provoque des résultats trompeurs. Prenez la CAQ, ils ont obtenu 27 le parti de François Legault a obtenu 27 des électeurs québécois. 27 c'est plus du quart des électeurs. Bien sûr. 27 et moins d'une vingtaine de sièges. Il y a un écart prodigieux entre le vote et les sièges. Et cet écart-là fait en sorte que l'Assemblée nationale qui nous gouverne, qui nous légifère pendant 4 ans ou pendant 3 ans ou pendant 2 ans, est une mauvaise représentation de la volonté populaire qui a émergé au soir des élections. De sorte que le mode de scrutin tel qu'on le connaît, plus la société est fragmentée, plus elle est diversifiée, plus il y a un grand nombre d'opinions qui circulent, plus je crois que le mode de scrutin doit être proportionnel. Compte tenu d'un portrait de plus en plus éclaté de la population québécoise dans cette perspective-là, est-ce que justement l'établissement d'un mode de scrutin mixte ou en tout cas une certaine part de proportionnel rendrait pas justement la société plus gouvernable, on pourrait dire d'une certaine façon? Bref, c'est plutôt le contraire que certains politiciens craignent. C'est que ça devienne une société difficile à gouverner de façon consensuelle. Un des effets du mode proportionnel, plutôt, c'est des gouvernements qui sont souvent des gouvernements de coalition. Puisqu'aucun des partis n'obtient une majorité de sièges, bien là, il faut créer des coalitions entre des partis qui appartiennent à la même famille politique. Et ça crée des gouvernements qui sont un peu plus instables. Est-ce que le Québec, société francophone, minoritaire en Amérique du Nord, peut se permettre d'avoir un gouvernement systématiquement plus fragile, plus difficile à gouverner, moins en mesure peut-être de prendre des décisions?
Donc, vous comprenez que, oui, on aurait un gouvernement qui serait plus représentatif, mais en même temps, si ce gouvernement, à tout moment, doit faire des compromis, et les compromis peuvent amener des désavantages aussi. Oui. Là. Il peut y avoir une Voilà. complexification, il peut y avoir une difficulté quant à l'imputabilité gouvernementale, à savoir que quand c'est une coalition de partis qui gouverne, quand il y a plusieurs partis qui sont présents au sein du Conseil des ministres, qui a gouverné finalement? Quel parti a gouverné? Oui. On a des problèmes semblables en Allemagne, en Belgique, en Italie. Et là, les électeurs se posent la question, qui a gouverné? Oui. Qui doit-on punir? Puisque tous qui les sont responsables? Qui est responsable de quoi? Oui. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des avantages. Oui. Moi, je crois, malgré tout, que... et c'est vrai pour le Québec, mais c'est vrai pour l'Amérique du Nord dans son ensemble, et les autres provinces canadiennes en particulier, on aurait tout intérêt à ce que... à ouvrir. À ouvrir. Et il existe des formes où on pourrait, par exemple, avoir 75 sièges tels qu'on les connaît, majoritaires, uninominales, avec la logique des circonscriptions, 75 circonscriptions, et on pourrait avoir une cinquantaine de sièges qui seraient répartis proportionnellement. Et là, ça permettrait à des petits partis d'avoir une part de sièges. Et donc, en combinant les deux mondes, on aurait peut-être une Assemblée nationale plus représentative, tout en faisant en sorte que le parti qui obtient le plus grand nombre de votes obtient néanmoins une prime, lui permettant d'être malgré tout relativement stable. En terminant, on a évoqué, bien sûr, la volatilité des électeurs, la complexité de la société québécoise à travers les sondages aussi qu'ils constatent et qui sont parfois qu'on doit prendre avec nuance, etc. L'éclatement, juste dans une certaine mesure, de la société québécoise, les divergences d'opinion, etc. Selon vous, est-ce qu'au moment où on se parle, on est dans une période de changement majeur au point de vue de la culture politique au Québec? Je vous dirais au Québec, mais ailleurs aussi. Oui. Au Québec en particulier, pour des raisons singulières, c'est que le grand débat qui a animé l'histoire politique des 50 dernières années, à savoir le débat entre souverainistes et fédéralistes, c'est un débat qui souffre de lassitude. Il y a eu 2 référendums. Les 2 référendums ont abouti à une espèce d'impasse. Les gens ne sont plus tout à fait souverainistes comme ils l'ont déjà été. La souveraineté est autour de 40, 38, 43 mais selon les sondages, un peu plus, un peu moins. On ne sent plus d'engouement, d'enthousiasme autour de cet enjeu-là. Mais de l'autre côté, le fédéralisme canadien ne provoque pas d'enthousiasme non plus. La Constitution de 1982 n'a toujours pas été signée par l'Assemblée nationale du Québec. Et de sorte qu'on se retrouve dans une espèce d'impasse qui provoque, je crois, une forme de désabusement, à tout le moins de lassitude. Ça, c'est ce qui marque le Québec, le sentiment d'impuissance des électeurs québécois et de la culture politique québécoise. Mais au-delà de ça, je vous dirais que le Québec, comme à peu près toutes les sociétés occidentales, souffre d'un désenchantement à l'endroit de la politique. On a cru pendant des années que l'État était, avec ses programmes, ses politiques publiques, ses investissements, que l'État était la réponse à tout. Voilà, qu'il y aurait des réponses. Qu'il y aurait des réponses. Et on avait même appelé ça l'État-providence. Mais on avait mal mesuré que tout cela provoquerait aussi des effets pervers. D'abord, une fiscalité très lourde, une complexification, une bureaucratisation, une surréglementation, et que les gens auraient le sentiment d'être un peu écrasés par l'État, à tout le moins de ne plus s'y retrouver. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une dette publique, un fardeau fiscal très, très lourd. Donc, il y a à l'endroit de la politique une espèce de désenchantement. À l'endroit des partis politiques aussi. Les partis politiques sont là en train chaque fois de promettre mer et monde et d'avoir toujours la solution. Puis quand ils prennent le pouvoir, on se rend compte qu'ils ne peuvent jamais tout à fait livrer la marchandise. Et même qu'il y a un écart quand même assez important entre ce qu'ils ont promis et ce qu'ils peuvent livrer. Et là, les populations, ici au Canada, mais en Europe, en Australie, au Japon, il y a une espèce de désenchantement qui se manifeste notamment par
la chute de la participation électorale. Il peut y avoir des remontées. Il y a eu une remontée lors de l'élection de 2012, mais globalement, ce n'est plus l'enthousiasme qu'on a vu. Est-ce que cette difficulté-là, elle n'est pas insurmontable, bien sûr? Selon vous, est-ce que des moyens peuvent être mis en place? Est-ce que vous voyez une volonté politique à cet égard-là d'essayer de rejoindre différemment les électeurs, les gens? Oui, évidemment, on peut imaginer les nouveaux médias, se rapprocher des groupes sociaux, trouver des moyens plus ciblés, mais je pense que ce désenchantement, on ne le verra pas s'estomper puis se transformer en l'espace de quelques années. Il n'y a pas de recette magique. Quand Maurice Duplessis meurt en 1959, on n'a pratiquement pas de dette publique au Québec. Tout est à faire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Les gens qui applaudissent des projets politiques, on en compte fort peu. Si bien que même la capacité à définir des projets politiques est hypothéquée. On ne peut plus créer comme autrefois. L'emballement d'autrefois est difficile à reproduire. Donc, est-ce qu'il existe des recettes magiques? Non. Alors, je pense qu'on devra trouver une nouvelle façon de redéfinir notre rapport à la politique. Et s'il y a une tâche de redéfinition qui doit être lancée, puis un chantier qui doit être lancé pour la classe politique, il faut en lancer un aussi chez les citoyens, dans les médias, chez les groupes de pression. Il n'y a pas uniquement la classe politique qui doit faire ses devoirs. Elle doit faire ses devoirs, mais les citoyens aussi doivent faire leurs devoirs. Professeur Guy, merci de votre temps. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir.